Et en fait, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est une série de webinaires que nous faisons dans le cadre d'Impact Booster pour partager nos connaissances sur ce mouvement et donner envie aux changemakers que vous êtes sûrement de passer à l'action et de vous investir. Du coup, l'équipe pilote, en 2 mots, Marion et moi, on a été formés par B-Lab Suisse, donc qui est l'antenne suisse de cette ONG mondiale qui s'appelle B-Lab. On a été formés à accompagner les entreprises vers la certification B Corp. Donc, nous sommes ce qu'on appelle des B-Leaders. Moi, je l'ai fait de l'intérieur et je continue de le faire de l'intérieur de certaines entreprises. Et donc, je suis une B Corp Champion, comme on dit. Et j'accompagne aussi des entreprises de l'extérieur. Et avec Marion, dans Impact Booster, on cible principalement les startups et les toutes petites entreprises pour aider en fait finalement les entreprises de demain qui se lancent à poser les bonnes bases dès le départ. Le European B Corp Summit 2019. Donc, comme je vous disais, 660 participants. C'est plus la réunion de famille puisqu'il y avait seulement 54% de personnes vraiment issues du mouvement B Corp, c'est-à-dire soit travaillant pour B-Lab en Europe, soit travaillant pour une B Corp et quelques B-Leaders aussi, puisque des B-Leaders, il en existe en Suisse et il en existe aussi au UK. Donc, on est deux pays européens à proposer en fait cette forme d'accompagnement. Après, il y a aussi évidemment des cabinets de conseil qui sont eux-mêmes certifiés B Corp. On parle de 300 entreprises et de 23 pays représentés, sachant que cette année, il y avait quand même quelques personnes qui venaient des États-Unis pour partager aussi les take-away de la retreat. Donc, c'est une retraite qu'ils font aussi là-bas entre B Corp du continent nord-américain. Et puis, il y avait également en parallèle, sur le même mois de septembre, la réunion du pôle Amérique latine, parce que B Corp existe aussi en Amérique latine sous le nom de Système AB. 10 keynotes et roundtables, donc beaucoup de contenu. J'ai dû faire une sélection à un moment pour juste vous sortir vraiment celles que j'ai trouvées les plus marquantes et les plus inspirantes. Plus de 20 workshops. Pareil, je vous ai fait une sélection de ceux auxquels j'ai pu participer et que je trouvais où il y avait des outils concrets activables dès maintenant. J'entends juste un tout petit peu de bruit, donc s'il y a quelqu'un qui a oublié de muter son micro, volontiers pour le faire, sinon sur l'enregistrement, ça fera un peu du bruit pour les autres. C'est bon, c'est passé en mute. Un sommet, 4 parcours, ça c'est le dernier point un peu d'introduction pour vous situer comment avaient été construits ces 2 jours. Il y avait une réflexion plus individuelle qui était de dire à mon échelle comment je peux devenir un acteur du changement. Et moi dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à jouer à mon petit jeu sur les objectifs du développement durable avec des participants et des super discussions. Et si vous n'avez pas encore eu le temps de jouer avec moi, vous me mettez un message ensuite, soit via LinkedIn, soit par email. Il me manque encore 15 participants pour arriver à la centaine de contributeurs et pour finaliser cette petite expérience sur la connaissance en fait du grand public des objectifs du développement durable et surtout comment ils agissent dans 5 domaines. En complément de la partie individuelle, il y avait une réflexion plus sur le business, donc c'était la partie rose. Comment je peux faire pour que mon entreprise en fait contribue, soit contributrice et génère un impact positif. Donc là, on avait des discussions à la fois de B Corp partageant en fait leurs bonnes pratiques, mais aussi d'entreprises se questionnant sur comment elles pouvaient aller plus loin. Des réflexions au niveau de l'industrie, parce que en fait, de façon incrémentale, il y a un moment où certaines discussions ne peuvent vraiment bouger et accélérer que si on raisonne au niveau de son secteur. Et je vous partagerai ensuite des réflexions de 2 B Corp sur leur thématique, soit du voyage responsable ou de la filière chocolat. Et donc, chocolat qu'on mange, pour les Suisses, ça va vous parler. Et dernière approche qui était beaucoup plus présente sur les keynotes, c'est cette approche systémique qui est de dire comment on utilise le fait d'être un mouvement de 3000 entreprises aujourd'hui et aussi connecter plus largement à des acteurs qui veulent aussi changer le système économique dans lequel on est pour accélérer en fait ce changement dont on a profondément besoin aujourd'hui vu le contexte dans lequel on est.
Donc, j'ai pu, moi, naviguer sur les 4 parcours. Il y a des gens qui étaient plus polarisés sur un des parcours. Et ce que je vais essayer de vous restituer, justement, c'est, on va dire, mes pépites dans chaque parcours. Et donc, pour faire ça, merci d'avoir rempli le questionnaire. Ça m'a un peu donné quelle était la priorité. Alors, on commence par les keynotes parce que ça a été largement plébiscité. Deuxième sujet très plébiscité, c'est le SDG Action Manager, qui est un partenariat entre BILAB et les Nations Unies. Et il y a une grosse actu de ce côté-là. Après, dans le mouvement Bicorp en 2019, je vous ai fait un petit peu un highlight de où en est BILAB, où en sont les quelques Bicorp, et puis les actus aussi du moment. Et enfin, les Bicorp témoignent, c'est une sélection très personnelle de moments inspirants que j'ai eus en écoutant certaines Bicorp. Il y en avait bien plus. Et d'ailleurs, ça va nourrir des case studies dans notre programme Bicorp Booster qu'on lance lundi dans une semaine, dans 8 jours, le 14 octobre. Retour sur les keynotes. On a commencé lundi par John Elkington, qui est un économiste anglais et qui est une référence en fait sur tous les sujets de développement durable et de RSE, Corporate Social Responsibility. Et je dirais 2 takeaways sur son introduction. La première, c'était de bien remettre en fait en perspective tout ce qui est en train de bouger et que l'on voit à travers la presse. J'ai choisi cette une du Financial Times, Capitalism Time for a Reset, qui est un moyen de dire le système économique dans lequel on est ne fonctionne plus. Et il est temps de faire un reboot avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième message plus positif pour le coup de John. Alors, je vous passe la partie sur le fait que c'est quelqu'un qui, quand il organise son anniversaire, fait une conférence. Ça a été une running joke pendant 2 jours. Mais donc pour lui, la décennie 2020 qui démarre, c'est vraiment une décennie exponentielle. Les enjeux sont tellement capitaux qu'on ne peut plus être juste dans une innovation incrémentale et un changement incrémental. Il faut tout de suite passer à la vitesse supérieure. Deuxième keynote et aussi roundtable, puisqu'autour de la table, on avait Patagonia, Ben & Jerry's, quelqu'un du CDP, donc du Climate Disclosure Project, sur le rôle des entreprises face à l'urgence climatique. Et là, big news, je dirais, c'est cette prise de position des Bicorp et d'autres acteurs également en fait, de l'économie engagée pour la prochaine COP qui se tiendra au Chili en 2019, donc en décembre. Et le but en fait, de cette prise de position, donc là c'était un draft qui nous a été partagé et qui a continué à itérer en fait, pendant le sommet, c'était de bien reconnaître en fait, l'urgence climatique et le fait que le système économique dans lequel on est en échec pour traiter en fait, cette urgence climatique. Point de contexte, en partageant en fait, tous ces retours, n'oublions pas que le mouvement Bicorp est né aux États-Unis. Et donc cet élan est porté d'autant plus dans un contexte avec un président qui continue à nier le changement climatique. Il devient urgent en fait de trouver d'autres moyens d'agir indépendamment de, on va dire, la présidence au pouvoir. Toujours dans les keynotes, c'était pour vous situer aussi Jay Cohen Gilbert, qui est l'un des 3 cofondateurs de BILAB, donc il y a plus de 10 ans aux États-Unis. C'est la première fois qu'il participe à un sommet européen, ce qui dit bien aussi l'ampleur qui est en train de prendre le mouvement en Europe. Et sa keynote a vraiment été, je pense, un des moments clés, un moment hyper inspirant du sommet. Quand j'ai sondé, moi, avec mon carnet à la fin du sommet, quel était votre key bee moment de ces 2 jours, c'est vraiment ce qui est revenu. Et donc, je vous fais un focus là sur les 2 messages clés qui en sont ressortis. Le premier, en fait, c'est cette notion que si l'on veut un changement de système, la première étape, c'est déjà de reconnaître l'échec du système et donc l'échec du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Ce capitalisme, en fait, anglo-saxon, il est basé sur la suprématie des actionnaires, ce qui s'appelle de shareholder supremacy. Et pour avoir aussi échangé avec des gens du UK, c'est un sujet de droit sur lesquels les juristes s'attaquent en se disant comment on fait pour changer la mission même de l'entreprise telle qu'elle est définie dans nos lois et dans nos systèmes. Cette approche-là a été tempérée. Il y avait quelqu'un de la BMW Foundation, Markus Hipp, donc un Allemand, qui expliquait que en fait, le capitalisme à l'européenne, en Europe continentale, je dirais plus social par essence. Et on ressent peut-être moins ce besoin, enfin, cette pression-là, mais elle est tout de même présente si on regarde les logiques en place dans les entreprises cotées. Donc, c'est plus, on va dire, au niveau systémique, il y a quelque chose qui se joue là et qui a un regard, je dirais, aussi américain sur la question. Une fois qu'on a reconnu que le système ne fonctionnait pas, il y a cette notion de dire quelles sont les alternatives viables. Et c'est là où toute la campagne qui est parue au UK, donc, juste au moment des manifestations climatiques, sur B Corp où Business Need to Step Up, c'est cette notion de nous, on a construit déjà ces alternatives viables à travers nos entreprises, on les teste au jour le jour et on peut vous dire qu'elles sont là. Il y a juste à les scaler, c'est-à-dire à les faire changer d'échelle. Et c'est justement pour parler de ce nouveau système avec ces alternatives viables, ça c'était la deuxième takeaway. Alors vous avez les magnifiques photos de cheveux de ma voisine de devant. Je n'ai pas réussi à bien cadrer la photo. Mais cette slide pour moi était fondamentale puisqu'on revient sur, on va dire, les limites de l'ancien système capitaliste tel qu'on l'a hérité en fait du 19e siècle et comment on peut transformer ce système pour en faire justement une force active du changement. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda mondial que nous avons pour transformer à la fois notre monde et notre société, cet agenda ne peut pas être financé exclusivement par les gouvernements. Donc, il y a une volonté côté des Nations Unies et une reconnaissance du fait que les entreprises ont un rôle capital à jouer si on veut effectivement inverser la tendance et avoir une chance dans la décennie qui vient. Du coup, ce nouveau système, il est basé sur quoi? La mission de l'entreprise, corporate purpose, est d'être responsable et soutenable et durable. Et pas juste dans j'applique les lois, qui est en fait la façon dont s'est construit le capitalisme. Je respecte le cadre légal dans lequel on me met et je cherche toujours à me dire comment je fais pour le contourner. Non, changeons de focus vers ça veut dire quoi pour moi être responsable et durable. Le premier principe n'est pas de maximiser le profit, mais de préserver la nature et le système social en place. La responsabilité fiduciaire donc, de l'entreprise n'est pas juste vis-à-vis des shareholders, donc des actionnaires, mais vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, à savoir ses employés, ses clients, les communautés dans lesquelles qu'elle impacte et plus globalement l'écosystème naturel dans lequel elle se situe et dans une perspective à la fois locale mais aussi globale si on réfléchit au niveau de la planète. Le système de management de ces entreprises dans le nouveau système, ce n'est plus juste de la maximisation du profit à court terme, mais bien de manager ses profits et l'impact et de trouver une balance en fait entre les deux pour avoir un système vertueux. On remet, on va dire, en avant la fameuse triple bottom line. Enfin, en termes de culture, et ça, j'ai trouvé ça très fort, on n'est plus dans une culture du mort, donc toujours plus, mais dans une culture du assez. Et là, on retrouve, je dirais, des appels qu'on voit en Europe dans un contexte francophone, à la sobriété heureuse, au minimalisme, qui, pour moi, résonne beaucoup derrière ce juste assez. Voilà pour la partie keynote. En grande synthèse, maintenant passons au SDG Action Manager, qui est l'un des outils qui a été présenté. Son petit nom, d'ailleurs, c'est Sam. Donc, je vous présente Sam. Alors, ce cube, c'est un cube
que tout le monde a eu la chance d'aller dédicacer. Et moi, j'ai choisi pour ma part le Climate Action, parce que je pense que c'est là où l'impact est le plus urgent. SAM, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat entre les Nations Unies et BILAB, donc le UN Global Compact plus précisément, pour permettre en fait aux entreprises de mesurer et de suivre leur progrès et leur contribution sur les objectifs du développement durable. Ces objectifs du développement durable, ils sont sortis en 2015. Là, on fêtait justement les 4 ans de mise en œuvre. Ce que je vois, moi, à mon échelle individuelle, c'est que ce n'est pas encore si connu que ça. Et la deuxième limite que je vois qui fait que j'attends avec impatience cet outil, c'est que les targets qui sont fixés dans les objectifs qui sont dans chaque objectif sont des objectifs qui ont été pensés par des États et qui ne sont pas très opérationnalisables en fait, d'un point de vue entreprise. Et donc cet outil qui a été développé par Bilab et le Pacte mondial, c'était vraiment dans cette perspective de se dire comment on fait une traduction de ces cibles étatiques dans l'environnement entreprise pour engager les entreprises à l'action vers les ODD. Et donc c'est un travail qui a été fait pendant toute l'année passée et aussi cette année avec des pools d'experts sur chacun des 17 ODD. Et donc, l'outil en question sera publié et accessible à partir de janvier 2020. Donc, si vous cliquez sur la bannière qui dit recevoir l'annonce du lancement, vous pourrez en fait justement vous abonner à la newsletter qui vous informera en janvier 2020 quand l'outil est disponible. Autre focus sur les ODD, donc Objectifs du développement durable, c'est cet atelier auquel j'ai pu participer, qui était co-facilité par Bilab Switzerland et OneStone. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant donc, dans cette grille de lecture, c'était de se dire comment j'utilise ce cadre de réflexion que sont les objectifs du développement durable pour évaluer en fait les impacts positifs et négatifs de mon entreprise et de sa chaîne de valeur. Et en fait, je dirais l'un des haha moments que j'ai eu pendant ce workshop, notamment en travaillant, on travaillait en sous-groupe sur un cas fictif, c'est qu'on a tendance naturellement à réfléchir à c'est quoi mes impacts positifs, où est-ce que je m'engage et j'agis, et on minimise la partie impact négatif. Et donc, et dans les impacts négatifs, là, vous le voyez à l'écran, on met Climate Action. En fait, les seuls qui ressortaient au début, c'était ceux sur, bah oui, on émet des gaz à effet de serre. Donc, comment on fait pour réduire ça? Les ODD poussent aussi à se poser des questions un peu différentes. Quand on a, nous, notre cas, c'était un enfin un café donc, qui sourçait du coup au Brésil. La question, en fait, c'est on a un impact direct sur la pauvreté. Si on ne paie pas à sa juste valeur nos fournisseurs de café, eh bien oui, en fait, on a un impact négatif. Comment on peut travailler là-dessus et remonter ça en fait dans l'impact positif que génère notre business. Donc, exercice très intéressant à faire, les ODD en action. Et si vous avez d'autres questions, je vous partage volontiers la méthode que j'ai trouvé très chouette. Troisième partie, le mouvement Bicorp en 2019. Quelle actu? Bien, tout d'abord, Bicorp en Europe. Il faut savoir que le premier Bicorp, European Bicorp Summit, il a été organisé à Amsterdam en 2015. Et à l'époque, il y avait 60 Bicorp sur scène, sachant que parmi ces 60, il y en a certaines, c'était en fait des filiales d'entreprises américaines implantées en Europe. Donc, autant dire un confetti dans l'univers des entreprises européennes. Aujourd'hui, on parle de 600 entreprises et d'un mouvement de fond avec de plus en plus d'entreprises qui veulent se certifier. Ce que je vous ai mis sur la droite, en fait, c'est les antennes existantes de Bilab en Europe, donc les différentes représentations locales auprès desquelles vous pouvez justement vous référer si vous avez des questions. En France, l'association a été posée, donc ils sont en train de nommer leur délégué général et ça va, je pense, davantage structurer le mouvement. Côté suisse, l'antenne existe depuis 2017 et est basée à Genève. Et là, la nouveauté, c'est qu'il y a un vrai pas vers la Suisse allemande, puisque début septembre, il y a une formation de leaders en Suisse alémanique. Donc,
j'espère qu'on aura de plus en plus de Bicorp aussi dans la partie germanophone. Les deux pays en jaune, Pologne et Turquie, ce sont en fait des nouveaux pays dans lesquels on vient de voir apparaître la première Bicorp, dans le cas de la Turquie, et du coup aussi une volonté derrière de se développer et d'animer. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des représentations locales? C'est pour avoir aussi une animation de la communauté et de vivre en fait entre Bicorp d'un même pays l'interdépendance pour réussir à accélérer en fait ce changement dont on a besoin. Deuxième grosse actu, c'est les Best for the World. Donc, on a pu célébrer justement parmi la liste mondiale, les entreprises européennes qui figuraient sur la liste. Qu'est-ce que c'est les Best for the World? Ce sont des entreprises qui, en fait, ont le score le plus important, dans le top 10% de la communauté sur soit leur impact global, soit sur un domaine spécifique, par exemple les employés, la communauté, l'environnement, leur gouvernance aussi. Et puis, il y a aussi une récompense pour celles qui ont fait la plus grande progression dans leur impact d'une année à l'autre. Donc ça, c'est en fait un mécanisme que je trouve hyper chouette pour, au-delà d'obtenir la certification, continuer à se challenger et s'améliorer. Dans les autres grandes annonces du sommet, on a Body Shop qui vient de se certifier. Donc, il y a une grande fierté des équipes de Billab UK et aussi des personnes qui ont pu accompagner vers ce changement. C'est très chouette. Et Danone a aussi certifié sa filiale Benelux. Donc, le mouvement aussi est en marche. Danone, c'est le premier groupe international à avoir pris l'engagement d'aller vers une certification Bicorp mondiale à horizon 2030. Aujourd'hui, ils en sont un tiers de leurs filiales. Et c'est un chemin pas simple qui demande beaucoup de transformation en interne, mais qui fait sens dans leur logique pour montrer qu'ils sont effectivement à la pointe et qu'ils font effectivement ce qu'ils disent avec cette vérification externe par l'ONG Bilab. Les Bicorp témoignent, ça c'est complètement un parti pris parce que j'en ai vu beaucoup, mais je vous en ai sélectionné juste 4 que j'ai trouvées particulièrement inspirantes. On commence par Patagonia, l'historique, avec un score dans le BIA qui est toujours aussi impressionnant, de 151 points. C'est en effet le top aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir visiter leurs locaux qui sont, pour l'anecdote, dans le même bâtiment que Fairphone et Facebook Europe. Donc, c'est amusant, Europe continentale, de voir le paradoxe entre moi, ce que je juge presque de la old economy et de la new economy dans le même bâtiment. Patagonia, ce qui est très fort, c'est leur changement de mission. Ils avaient une mission, je dirais, assez longue et en fait, mais toujours à cœur de se dire comment on fait pour reverser 1% de notre chiffre d'affaires à des projets environnementaux militants. Donc, en fait, ceux que personne ne va les financer, nous, on va les financer. Et avec le recul, en fait, de ce 1% pour la planète et l'urgence climatique face à laquelle on est, il y a eu un déclic du fondateur qui était de dire, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Notre mission d'entreprise, c'est we're in business to save the planet. Point. Ça peut paraître très ambitieux, mais derrière, ça se traduit. En fait, chaque collaborateur s'est approprié cette mission à sa façon. Et ça vous explique pourquoi l'une des actions, justement, Patagonia Action Works, c'est de dire tous les 3 mois, on organise des bootcamps dans lesquels on met moitié de nos salariés, moitié de ces activistes que l'on a financés, pour leur donner des techniques de comment accélérer le changement, comment faire du storytelling puissant, comment mobiliser. Et ces techniques que l'on utilise aussi bien dans notre business, elles peuvent être utilisées pour manifester. Un autre moment que j'ai trouvé assez incroyable, c'est quand vous avez le directeur de Patagonia Europe qui vous dit en fait, on a une décennie pour stabiliser le climat.
Ce qui veut dire pour moi que si demain un de mes salariés se fait arrêter parce qu'il est en train de manifester avec les rebelles de l'extinction, bah, c'est business as usual, dans le sens où c'est comme s'il avait décidé, il était en arrêt maladie, en congé maternité, whatever, c'est la vie. Et on s'arrangera parce que c'est trop important pour nous c'est plus important pour nous justement qu'ils se mobilisent et qu'ils agissent plutôt que de leur demander d'être assis à leur bureau en fait. Et ça, en termes de mindset et de culture, je pense que faut en être arrivé à un certain niveau d'engagement pour avoir ces propos et c'est pas juste, en l'occurrence, la façon dont c'était dit, on pourrait se dire ah mais il le disait juste pour c'est un effet de com. Non, il y avait une vraie humilité en fait dans la façon de le dire et on sentait que l'activisme est là en fait. Et c'est d'ailleurs dans leur processus de recrutement l'une des choses qu'ils testent. C'est est-ce que les gens vont être capables de s'ouvrir en fait à ça ou non à cette culture qui est quand même très forte. Deuxième haha moment pour moi, c'était Chiesi, qui a une entreprise familiale en Italie. C'est le premier laboratoire pharmaceutique à être certifié B Corp. C'est une industrie qui est réputée quand même comme assez dirty, qui n'a pas bonne presse. Et c'était justement intéressant de voir comment on peut la transformer en fait son industrie, ne serait-ce qu'en mettant un focus sur c'est quoi les besoins du patient et développons nos médicaments et nos solutions sur cette base, plutôt que on recherche absolument la nouvelle molécule et après on se posera la question d'où est-ce qu'on peut l'utiliser. Et ça, c'est un peu un shift, je pense, dans cette industrie. Là, ce que je vous ai mis en photo, c'est la façon dont eux utilisent le BIA, donc qui est le Benefit Impact Assessment, qui est de dire, en fait, en 2017, quand ils ont fait leur première mesure d'impact, c'est le profil blanc que vous voyez, c'est celui qu'ils avaient. Et ensuite, ils se sont dit, bah, OK, où est-ce qu'on peut aller plus loin? Où est-ce que on est, on va dire, au maximum et ça va nous demander trop d'efforts par rapport à ce que ça peut rapporter? Et en fait, on voit que globalement, leur impact augmente, mais qu'ils ont fait des stretches là où ça avait du sens, en fait, pour eux, là où il y avait un focus à mettre. Innocent, alors Innocent a été présent à la fois sur les keynotes et aussi, ça c'était une intervention de leur responsable développement durable du coup et nutrition, qui a bien insisté en fait sur elle, la façon dont ils utilisaient le BIA pour se challenger en permanence. Aujourd'hui, ils ont un score de 92 et il y a vraiment pour eux cette notion de se dire on a en fait une même clé de lecture de ce que veut dire notre impact en tant qu'entreprise. On a des responsabilités partagées dans toute l'entreprise sur telle équipe sera responsable de telle partie en fait de l'assessment. Et en fait, ça autonomise dans une structure assez large et focalise l'effort et l'énergie pour aller de l'avant et d'être toujours dans cette logique de on continue à s'améliorer, à progresser. On n'est pas juste là pour avoir un tampon, obtenir des points. On est là pour se dire comment on avance toujours un cran plus loin et on se challenge. Enfin, dernière sélection, c'était donc Tony Chocolonely et Good Wings. Donc Tony Chocolonely, c'est une marque qui a démarré aux Pays-Bas, qui est aujourd'hui le numéro 1 dans sa catégorie du pays. Le fondateur disait, moi, si vous m'aviez dit ça quand j'ai démarré, je ne vous aurais pas cru. Ils en sont à un stade de s'internationaliser, c'est-à-dire de commencer à se distribuer dans d'autres pays européens. Et c'est grandement facilité par le fait d'être B Corp. Je pense notamment au UK, qui est un de leurs marchés clés. Et Good Wings, de l'autre côté, en fait, leur but, c'est de proposer une alternative au hotel.com, booking.com, pour mettre davantage en avant un des hôtels responsables, mais aussi les bons réflexes sur comment je peux voyager différemment, compenser mes émissions. Et en fait, ils font notamment sur leur offre B2B un rapport d'impact qui permet en fait aux entreprises de mesurer l'impact qui est lié au voyage d'affaires. J'ai eu une discussion on the side avec quelqu'un qui travaillait pour PwC qui me disait aujourd'hui, en fait, on a sur certains trajets, on arrête de rembourser l'avion
Le train est privilégié et ceux qui choisissent, veulent absolument prendre leur avion, c'est sur leur denier personnel parce que ça n'a pas de sens en fait. Si on commence à réfléchir en termes même de temps productif, c'est pas forcément. On a l'impression de gagner du temps et en fait on n'en gagne pas. J'ai pas fait le sondage de savoir qui était venu en avion ou pas au sommet. Ça, c'était un autre débat, mais en tout cas, si on choisit ce mode de transport, il y a toujours l'option de compenser, et c'est un basique, je dirais. C'est devenu un basique de mon point de vue. Tony Chocolonely et Goodwings, ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent chacun à leur échelle à disrupter leur industrie. Et ils ont aussi pas mal partagé sur ça veut dire quoi d'être interdépendant, puisqu'en fait, quand on rejoint le mouvement Bicorp, on signe cette fameuse charte déclaration d'interdépendance qui est « Je suis aligné avec la vision de l'économie que promeut ce mouvement et je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Donc, je travaille en coalition avec d'autres acteurs. » Et dans le cas de Goodwings, c'est vrai que sur le lancement de l'entreprise, ça a vraiment fait une différence de pouvoir reach out sur la communauté des Bicorp et de mettre en avant en fait leur offre un peu différente pour progressivement en fait obtenir une base de clientèle. Donc et dans le cas de Tony Chocolonely, il y avait cette notion aussi de dire je peux aussi aller m'inspirer d'entrepreneurs qui ont la même logique que moi en fait et qui réfléchissent en termes d'impact et de mission de mon entreprise et pas juste de combien je vais lever pour maximiser ma richesse personnelle. I commit to, je vous laisse avec ça avant la partie questions. C'était un engagement que prenait chaque personne. Je vous ai mis un tout petit bout en fait du panneau. Le mien, il est en bas. C'est de continuer à partager ces histoires de transformation à impact positif. La deuxième photo, elle est pour vous montrer que dès le lendemain, je le faisais. Autour d'un café croissant à Paris, vu que je suis allée en train à Amsterdam. Et puis dès la troisième photo aussi, pour vous dire que le fait de se balader avec les cartons, donc c'est des tabourets que vous pourrez voir si vous allez au Hub Neuchâtel, parce que du coup il y a quelques tabourets recyclables du sommet qui ont atterri là-bas, qui ont fait un sacré nombre de trains avant d'y arriver, mais ils sont retournés là-bas. Et ça faisait aussi partie, je dirais, de la façon de designer l'événement. Moi, je dis un gros big up à Mistrelli, qui est l'agence de com, qui est une bicorp néerlandaise qui a designé cette expérience. Et Impact Bicorp Booster, c'est enfin, on va dire, ma dernière façon à moi de partager en fait ces histoires de transformation pour faire passer les gens à l'action. Et donc, peut-être juste en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce programme que l'on a monté avec Marion pour aider en fait à préparer la certification Bicorp en 6 semaines. Pourquoi 6 semaines? Parce que quand on est une petite entreprise agile ou une start-up, on pivote assez facilement. Et donc, la notion, c'est de dire c'est un projet sur lequel on va mettre l'effort pendant 6 semaines et voir à la fin avoir une stratégie d'impact formalisée et posée, voir si justement vous voulez vous lancer vraiment dans la certification Bicorp ou que c'est quelque chose qui sera plutôt dans vos priorités 2020 ou fin d'année 2020. On utilise la force du digital et du collectif pour accélérer ça. C'est moi vraiment l'expérience que j'ai vécue en accompagnant des startups, c'est que en fait, on va faire ça à un moment et puis en fait, on perd la traction, on se revoit 2 mois plus tard et en fait, on n'a toujours pas plus avancé. Le rythme, le tempo de dire je m'engage et je suis avec un groupe et chaque semaine, j'avance un bout du BIA, fait qu'à la fin, en fait, l'outil est rempli. Vous savez où vous en êtes de votre impact, vous avez votre plan d'action et puis vous avez une partie coaching personnalisée qui est pour aller chercher quel est, par rapport à votre business spécifique, votre modèle d'impact. Voilà pour le programme. On décolle le 14 octobre et on embarque encore d'autres personnes si vous voulez rejoindre l'aventure. Et la façon de le faire, c'est de réserver via notre site web une consultation gratuite
parce que notre but, justement, c'est de s'assurer de la cohésion aussi du groupe et d'une homogénéité pour créer cette interdépendance qui existe au sein du mouvement Bicorp et vous la faire expérimenter avant même d'être vous-même une Bicorp.